Nous allons à présent ensemble découvrir l'univers Orange. Je vous demande d'applaudir, d'accueillir ici Pierre Dormont, le directeur commercial grand public pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, ce qui fait pas moins de 260 millions de clients. Pierre Dormont. Oh oui, vous êtes tout seul. Alors Pierre Dormont, quel parcours? Venez avec moi, prenez un micro, venez, je vous en prie, venez ici. Je vous en prie. Bonjour à tous. Quel parcours? Vous créez d'abord un réseau de boutiques de gadgets. Vous leur vendez avec succès. Oui. Vous vous lancez dans l'électronique et dans le luminaire décoratif. Ça ne marche pas. Qu'à cela ne tienne, vous partez développer les activités d'une société aéroportuaire en Asie. Puis, vous démarrez chez SFR. Puis, vous êtes démarché par France Télécom. Ce qui vous passionne aujourd'hui, c'est votre entreprise, c'est Orange. Et ce qui vous désole, c'est l'absence de partage. Mesdames et messieurs, j'aimerais... Alors, les questions que je vais vous poser étaient impossibles à afficher. Donc, j'aimerais qu'on éclaire la salle, s'il vous plaît. On va simplement répondre à main levée. Éclairez la salle, merci beaucoup pour la régie. Première question. Orange, combien de pays? Alors... 10 pays. Donc, dans combien de pays Orange est établi? 10 pays. Qui dit 10 ou moins? 20 pays ou moins? 30 pays ou moins? Plus de 30 pays. Ah, ok, d'accord. En fait, sur le marché entreprise, Orange est présent dans plus de 100 pays. Et sur le marché grand public, Orange est présent dans 30 pays, à peu près une trentaine de pays, essentiellement concentrés sur ce qu'on appelle la time zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Voilà. Deuxième question. Vous êtes prêts? Appuyez sur le bon buzzer. Orange. Combien de boutiques? Moins de 3000. Combien de boutiques? Moins de 3000. Dans le monde. Oui. Moins de 5000. Moins de 6 000, moins de 10 000, dans le monde, hein? Moins de 15 000, ah, il y en a encore, je veux absolument les éteindre, moins de 20 000, ah, il y en a encore, attendez, mais l'idée, c'est intéressant, parce que c'est l'idée que l'on se fait d'Orange, une puissance. Combien de boutiques dans le monde? Alors, Orange sous-enseigne à 6 000 boutiques, réparties sur la time zone que je vous ai décrite tout à l'heure, Europe, Middle East, Afrique. Donc la France, pour donner la taille de la France, c'est à peu près 600 boutiques. Dernière question. Donc encore une fois, sur cette même zone, il y a 260 millions, c'est ça, de clients particuliers. Nous sommes bien Alors d'accord? effectivement, il y a au total 260 millions de clients qui sont servis par Orange. 260 millions de clients qui sont soit des clients mobiles, il y en a à peu près 200 millions, et puis des clients fixes qui sont le reste. Et alors quelque chose qui n'est pas très connu, Orange a 17 millions de clients bancaires en Afrique, où nous gérons à peu près 500 millions d'euros de dépôts et de transactions. Voilà. Alors, ce que l'on ignore, c'est que vous êtes quand même l'une des plus grosses enseignes de distribution française. Vous délivrez 50 millions de tickets de caisse par an comme commerçant d'électronique grand public. Ce sont toutes les box, tout cela? C'est quoi? Alors, en fait, le réseau d'Orange, sous-enseigne, est à la fois un métier de gestionnaire de comptes clients. On ouvre des comptes mobiles, des comptes fixes, des comptes bancaires en Afrique, des comptes télé, mais on est également commerçant d'électronique grand public. Sur les 6000 boutiques, on a à peu près, on débite à peu près 50 millions de tickets de caisse pour un chiffre d'affaires caisse de 2 milliards. Nous avons évidemment préparé l'interview. Vous êtes joueur. Franchement, vous êtes joueur, Monsieur Dormont. Vous prenez votre portable? Nous allons faire un selfie. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est... D'abord, je vous remercie d'être resté ici
si tard vendredi, alors qu'il fait si beau dehors. Ce que je vous propose, c'est un jeu. Alors qui dit jeu, évidemment dit gain. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire gagner des iPhones. Alors est-ce que vous êtes avec moi? Ah, là, je sens que ça bouge, là. Hein, très bien. Alors c'est très simple. Ce que je vais vous demander là, c'est de prendre votre smartphone, de l'allumer. Donc pour une fois, dans une salle, on demande d'allumer son smartphone, de faire en sorte que l'écran soit allumé et de lever la main. Voilà, alors viens. Voilà, bougez pas. Allez-y, un peu plus haut, un peu plus. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Parfait. Merci à tous, mais gardez le bras levé. J'ai quelque chose à vérifier avant, si vous voulez gagner vos iPhones. Voilà. Alors, je vais vous demander à ceux qui ne sont pas chez Orange de baisser les bras. Ah, bravo. Ah, bravo. Je voulais juste vérifier ma part de marché. Ah, je suis là à peu près, on est autour de 50%. Voilà, c'est très bien. Mais en fait, beaucoup. tout le monde va pouvoir gagner. Le jeu est très simple. Il faut que vous fassiez le pronostic de l'équipe qui ira en finale, premièrement, et deuxièmement, le score. Alors au final, précisez bien la compétition. C'est l'Euro 2016. Et vous devez m'envoyer les 2 finalistes et le score sur mon compte Twitter. Parfait. Et donc ça, c'est une forme d'expérience client augmentée 3.0, l'utilisation des réseaux sociaux. Alors tout le monde peut jouer, les hommes, les femmes, les clients Orange, ceux qui ne sont pas Orange. Le dernier modèle d'iPhone, j'en mets 10 et je départagerai. Pour départager, vous m'enverrez vos factures, vos dernières factures Orange. C'est faire, non? Alors, récapitulons bien. 10 iPhones. Alors, iPhone, on annonce un iPhone 7. Alors, ce sera l'iPhone 7. Alors, OK. iPhone 7. 10 iPhone 7 sont en jeu. La compétition qui vous regarde, c'est l'Euro 2016. Votre enjeu, c'est d'afficher les 2 finalistes ainsi que le score de la finale. Vous devez adresser les 2 finalistes et le score de la finale sur le compte Twitter de Pierre Dormont, avant le 10 juin, bien sûr, c'est-à-dire avant la finale. Voilà, la finale, c'est le 10 juillet. Hein. 10 juillet. Voilà. J'attends vos pronostics sur mon compte Twitter. Et maintenant, parlons quand même de la stratégie digitale d'Orange. Qu'avez-vous développé, vous, pour obtenir ainsi 260 millions? Mais pratiquement, cette stratégie digitale, que fut-elle? Alors, évidemment, nous sommes très bien placés en tant qu'opérateurs d'infrastructures mobiles ou fixes pour analyser le comportement de nos clients. Dès 2009, sur l'ensemble des géographies Europe, Middle East, Afrique, un peu moins en Afrique parce que ça a beaucoup moins de sens, nous avons décidé d'accélérer sur le digital. En fixant, en tout cas j'ai fixé à chaque directeur commercial dans chacun des pays, de faire monter les plateformes de e-commerce à 20% des transactions commerciales, indépendamment des autres canaux. Alors pour faire ça, on a un petit peu retravaillé nos sites de souscription et nos sites de vente pour faire en sorte que le Customer Effort Score soit le moins douloureux pour le client. Ça, c'était une première chose. Deuxième chose, on a essayé de comprendre l'ensemble du parcours et dans la foulée, en 2010, on a intégré des fonctionnalités de e-care. Et parce qu'en réalité, l'Internet, c'est un géant centre commercial hein, et qu'il faut en fait mettre en place des plateformes, c'est une chose. Ce qu'il faut, c'est les attirer sur votre plateforme de e-commerce et de e-care. Donc on a investi massivement dans le digital marketing. Sur l'ensemble de Matthijs Dome, c'est à peu près 150 millions d'euros qui sont investis pour aller chercher
les internautes et les ramener sur nos plateformes de e-commerce. Donc dès que nous avons atteint ces 20%, de façon indépendante des autres canaux, en 2012, nous avons lancé un programme pour casser les silos et développer l'intercanalité, avec un programme qui comportait à peu près 12 use cases fondamentaux pour les clients. Le store locator, qui est une fonctionnalité de base aujourd'hui, la visibilité du stock dans tous nos points de vente, la possibilité d'acheter et de faire du retrait sous 24 heures, et aujourd'hui on s'oriente vers du retrait 2 heures. Alors cette fonctionnalité n'est pas disponible sur l'ensemble des géographies. Là où nous avons des petits pays, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont beaucoup plus agiles. Mais aujourd'hui, pour vous donner un exemple, je vais citer l'Espagne. En Espagne, 80% de nos placements, de nos ventes, des souscriptions qui sont réalisées sur nos plateformes de e-commerce donnent lieu à un retrait magasin. Et dans 82% des cas, au moment du retrait, ça donne lieu à une vente additionnelle. Donc le parcours, pour moi, le parcours idéal, à la fois pour faire en sorte que l'expérience client soit la meilleure et qu'on en tire le plus de valeur, c'est commencer sur le net et ensuite driver sur le store. Parce que généralement, nos stores sont localisés dans des centres commerciaux où une grande majorité des Européens vont toutes les semaines faire leurs courses. Donc c'est beaucoup plus pratique pour eux que de rester chez eux et d'attendre la livraison. Est-ce que ça veut dire que vos vendeurs, vos commerciaux ont changé? Comment avez-vous, pour cette opération de digitalisation, transformé vos vendeurs? Alors, évidemment, tout de suite, dès que, pendant la période où les canaux digitaux étaient gérés de façon indépendante des autres canaux, les vendeurs en boutique considéraient que le web était un concurrent déloyal avec des tarifs qui étaient, enfin des offres qui étaient meilleures que les leurs, et ils ont énormément souffert. Quand nous avons intégré l'ensemble des canaux dans un parcours omnicanal, ils ont encore plus souffert parce qu'ils nous ont dit, écoutez, vous êtes en train de me transformer en livreur, j'ai plus de valeur ajoutée. Dès qu'on a modifié leur méthode de rémunération et qu'on leur a payé sur le upselling, ils ont trouvé une opportunité pour développer leur vente. La seule chose, c'est que le digital a totalement changé les attentes des consommateurs vis-à-vis de nos conseillers en point de vente. Avant, à l'époque des canaux 1.0 traditionnels, les vendeurs avaient tout le savoir. Et le client allait chercher le savoir auprès du vendeur. Aujourd'hui, le savoir, il est sur Internet. En un clic, on peut obtenir une masse d'informations qui nécessitait des jours, des mois, des années à obtenir par le passé. Donc les attentes des consommateurs vis-à-vis du conseiller ont totalement changé. On ne peut plus avoir des vendeurs, on a besoin de gens qui soient experts. Ce que les clients cherchent chez nous aujourd'hui, dans nos points de vente, ce sont des produits live, théâtralisés, en situation, et des conseillers qui vont leur apporter plus que qui se trouve sur Internet. Donc on a mis en place, dans certains pays, des plans de transformation et de formation pour adapter les vendeurs. Auparavant, on avait plutôt tendance à prendre des vendeurs issus de la filière commerciale, avec une appétence technique. Aujourd'hui, c'est plus l'inverse qui est attendu par le client. Ce sont plutôt des techniciens avec une appétence commerciale. Voilà. Ça se trouve? Ah oui, ça se trouve, mais je ne vous dirai pas où. Parce que là, il faut les recruter. Je veux dire, c'est tout un changement de recrutement. Vous allez dans d'autres filières. On a changé. Ou... Alors, là où c'est le plus facile, là où on va dire les conditions sociales sont beaucoup plus
facile, hein, et ce n'est pas la France, comme vous le savez, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. On a totalement réorienté et renouvelé le parc en fait, de conseillers. Donc vous êtes passé de commerciaux à appétence technique à des techniciens à appétence commerciale. C'est l'idée qui a été développée également ce matin, mais vous la confirmez et Orange l'a appliquée. Alors, je le confirme et on l'a appliqué partout où c'est facile de le faire rapidement. Avez-vous également développé le digital pour mieux connaître votre client, ses besoins et surtout les anticiper? Alors, donc ça, c'est la partie, là je vous ai parlé de l'expérience client, ça c'est la partie augmentée. En fait, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est de mieux connaître nos clients afin de leur proposer une expérience, en anglais on dit un unmatched customer experience, en français j'ai du mal à retrouver le mot, incomparable, voilà, incomparable, une expérience incomparable. Donc, par le passé, pour comprendre les différents problèmes de nos clients et améliorer nos réseaux, nous étions plutôt dans une approche en moyenne. En moyenne, nous constations que dans cette zone, il y avait des problèmes et on essayait d'apporter des solutions. Aujourd'hui, avec le digital, on est capable de personnaliser l'analyse et de comprendre client par client les problèmes et ensuite de les résoudre et de leur proposer le meilleur plan par rapport à leur consommation data ou améliorer la couverture commerciale. Et je vais vous donner un exemple simple. En France, on est capable de détecter qu'un client, alors c'est des expérimentations qu'on fait aujourd'hui, mais ça devrait être commercial bientôt, on est capable de détecter qu'un client a des problèmes de couverture réseau 4G chez lui, et on lui propose une solution technique, on l'appelle, on lui dit voilà, on a constaté que vous aviez du mal à communiquer à votre domicile, on vous propose de rajouter une femtocell, et alors évidemment c'est l'unmatched customer experience, parce que le client est surpris qu'on ait détecté cela et qu'on lui ait proposé une solution. Donc pour être meilleur sur notre cœur de métier, qui est le réseau, on développe des solutions à partir du digital qui permettent de personnaliser l'amélioration de l'expérience client. Alors, donc ça c'est une première chose. Deuxième élément, pour améliorer l'expérience client, on revoit l'ensemble de nos processus afin de les simplifier, ainsi que nos offres. Je ne vais pas prendre le cas de la France, mais je vais prendre le cas de l'Espagne, encore une fois. En Espagne, nous avions un catalogue de 1700 offres et services. C'est une jungle. On a réduit et on est passé à 300 offres. Alors évidemment, les chefs produits ont dû faire autre chose, mais le client, c'était une demande des clients et on a été considérablement reconnu pour ça en Espagne. La deuxième chose, notre troisième pilier, pardon, c'est le digital. Donc on investit massivement dans le digital pour passer au tamis toutes nos activités et faire en sorte de s'appuyer sur le digital pour être plus efficace avec le seul objectif de rendre l'expérience client beaucoup plus fluide et meilleure. Et enfin, on a lancé un programme sur l'ensemble des géographies, à la fois sur le marché grand public, mais également sur le marché entreprise, qui s'appelle les voies essentielles, afin de mieux écouter l'ensemble de nos clients, mais aussi de nos collaborateurs, et de répondre aux attentes des uns et des autres. Pour nous, l'humain doit parler à l'humain. Et le digital n'est là que pour faciliter ce dialogue. Et le 3.0, c'est WhatsApp, c'est Messenger, c'est Viber, c'est toutes ces solutions qu'on est en train de mettre dans les mains de nos clients et de nos conseillers en boutique ou en call center
afin qu'ils puissent interagir plus vite et plus rapidement. Merci beaucoup. Pierre Dormont. Voilà, merci à tous. Et je vous rappelle mon compte Twitter,